Alors, il se passe quoi maintenant? Eh oui, vous l'avez vu, Michel Barnier a été censuré. C'est la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement tombe, c'est historique. C'est bien la marque de l'instabilité politique, du chaos ambiant qui risque de s'installer. Et évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui pourra être le prochain Premier ministre? Qu'est-ce que ça signifie pour le NFP, pour le Rassemblement national? Alors pour en parler, je vous propose de discuter avec Alexandra Schwarzbrod. Salut Alexandra. Salut. Alexandra, tu es notre directrice adjointe à Libération. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? C'est simple, la gauche, enfin le NFP, Nouveau Front Populaire, et le RN avaient annoncé qu'ils censureraient le gouvernement Barnier à la suite de la proposition qui était en désaccord avec le projet de budget de la sécurité sociale. Et du coup, hier, les motions de censure ont été déposées mardi soir. Et hier, c'était le vote à l'Assemblée nationale. Il fallait 288 voix pour faire tomber le gouvernement. Il y en a eu 331 qui se sont prononcés donc pour cette censure. Et du coup, eh bien, le gouvernement est tombé. Donc là, pour l'instant, il y a Michel Barnier, ce matin, je crois, devait rencontrer le président à 10h pour lui soumettre sa démission. Et donc, maintenant, la France est encore dans une situation un peu étrange où elle a un gouvernement qui assure, qui assure la continuité, bien sûr. Il y a pas plus personne. Le gouvernement, pour l'instant, reste en place tant qu'il n'y a pas un nouveau Premier ministre qui lui-même va annoncer un nouveau gouvernement ou reconduire. Il peut aussi reconduire tout ou partie des ministres actuels pour essayer d'éviter un trop grand trou d'air. Mais c'est vrai que la France est à nouveau plongée dans une période d'incertitude politique et une période d'incertitude d'autant plus grande que, en fait, la situation n'a pas changé depuis l'été dernier. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a trois groupes, trois blocs, l'extrême droite, la gauche et une espèce de bloc central qui réunit LR et les macronistes. Et ces trois-là n'arrivent pas à s'entendre. Donc, de toute façon, cette période d'incertitude risque de durer jusqu'à la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous fais une petite pause. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération pour en voir d'autres. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Commentez, likez et évidemment, je vous souhaite un bon visionnage. Comme tu le disais, évidemment, c'est une période instable où on ne sait pas exactement ce qui va se passer par la suite. Mais donc, selon toi, cette instabilité qu'on a vécue hier, est-ce que c'est la marque de comment l'Assemblée nationale est aujourd'hui et la marque de tout ce qu'on a vécu depuis la dissolution? De toute façon, Libération l'a pointé du doigt dans sa une de mercredi matin quand on a mis en une la photo d'Emmanuel Macron et cette manchette, son échec. C'est vraiment tout cela. En fait, le péché originel, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qu'a décrété Emmanuel Macron un peu seul dans son coin et très rapidement, après le résultat des européennes. Il a voulu renverser la table. Il a fait un pari et le pari a été raté. Ça a conduit à une instabilité terrible et beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes politiques le lui reprochent encore, y compris et même surtout dans son propre camp, parce que ça a donné cette situation où il n'y a plus aucune majorité et donc il n'y a plus de gouvernement possible. C'est-à-dire que le Premier ministre ou la Première ministre, mais malheureusement, on va sans doute en parler, dans les profils que l'on évoque actuellement, il n'y a pas de femmes, il y a essentiellement des hommes. Celui-ci risquera le même danger la même menace que Michel Barnier, c'est-à-dire que soit il sera dans la main du RN, avec le RN qui pourra lever ou abaisser le pouce pour demander sa chute, soit il sera trop proche soit il sera à gauche, ce sera un Premier ministre ou une Première ministre de gauche, mais qui risquera la censure du bloc central et du RN. Voilà, dans tous les cas de figure, il y a un gros risque de tomber au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois.
C'est la gauche qui a déposé la motion de censure. Est-ce que c'est une marque que le NFP, aujourd'hui, est encore uni? Non, alors le NFP, on sent que le NFP est de moins en moins uni. Et on voit bien qu'il y a plusieurs jeux qui se jouent. Hein. On le voit depuis, c'était il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois, Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une sortie en disant que, en faisant bien entendre que c'était sur son programme et derrière lui que la gauche devait s'unir. Donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas renoncé à toujours la prochaine présidentielle en tête. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le désordre actuel est malheureusement beaucoup dû à ça. C'est-à-dire que tous les grands personnages politiques, ceux qui pourraient jouer un rôle de premier plan actuellement, en reprenant un peu les rênes et en remettant un peu d'ordre dans tout ça, le problème, c'est qu'ils ont tous en tête uniquement la prochaine présidentielle. Donc, ils jouent pour leur camp. Ils jouent totalement perso. Et donc, ils calculent comment le coup d'après en fonction de ce que ça peut leur rapporter ou pas pour la prochaine présidentielle et non pas en fonction de ce qui peut être bien pour le pays à court ou moyen terme. Donc, cette présidentielle, c'est l'obsession de tous les personnages politiques de premier plan et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, on a bien vu que Jean-Luc Mélenchon, lui, continuait à être obsédé par la présidentielle parce qu'il sait sans doute que c'est sa dernière chance d'accéder à l'Élysée. On voit bien que les socialistes, eux, commencent à avoir des envies d'émancipation. Olivier Faure, qui est donc l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste, a été très, très désavoué dans son camp par tous ceux qui lui reprochent d'être dans la main de Mélenchon et donc d'être sous le joug de Mélenchon et de le suivre aveuglément. Donc, on voit bien que là, il essaye de prendre un peu de champ, d'autant qu'il va y avoir un congrès bientôt, l'année prochaine, du PS, et que sa tête est sur le billot, si je puis dire. Donc, il y a des jeux internes au PS qui se jouent là-dessus, et on voit bien qu'il y a de plus en plus de voix qui demandent, et notamment Boris Vallaud, le numéro 2 du PS, encore hier, qui dit il faut qu'on fasse plutôt un front républicain, c'est-à-dire qu'on essaye de s'entendre entre PS, éventuellement macronistes, enfin tous ceux qui sont tout l'arc républicain qui peut trouver des compromis et qui peuvent essayer de gouverner ensemble sans dépendre de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Mais ça, c'est pas encore mûr parce que la situation n'est pas encore assez clarifiée au sein du NFP. Mais ça va l'être tôt ou tard. À la limite, toute cette incertitude, tout ce désordre va forcément accélérer la décomposition du NFP parce que les uns et les autres vont devoir se positionner. Voilà. Donc, au NFP, c'est vraiment pas encore très clair, mais on sent que les lignes sont en train de bouger. Dans cette motion de censure, il y a une chose qui est intéressante, c'est notamment que le RN a décidé de voter une motion de censure votée par la gauche. Est-ce que ce choix du RN était une bonne stratégie politique pour Marine Le Pen ? C'est pas évident du tout, parce que Marine Le Pen, d'abord on sait on l'a raconté ce matin dans Libé, elle a pris cette décision avec vraiment une poignée de proches, les plus proches, en quelques dizaines de minutes, donc très rapidement. De toute façon, tout le monde devait faire vite, et parce que beaucoup lui disaient que la base du RN le réclamait. Alors, le problème, c'est que c'est pas grâce à la base du RN qu'elle peut un jour accéder à l'Élysée, Marine Le Pen. C'est grâce à tous ceux, notamment au sein de LR, ou tous les indécis, qu'elle aura réussi à convaincre de sa normalité, entre guillemets, c'est-à-dire de sa dédiabolisation. Et ceux-là, les indécis ou les gens de LR, à mon avis, le chaos dans lequel la France est plongée, je pense que ça leur plaît pas du tout. Et donc, que Marine Le Pen se soit associée à la gauche pour faire chuter Michel Barnier, alors que Michel Barnier était vraiment le Premier ministre idéal pour Marine Le Pen. Hein. Il faut bien voir que, en réalité, c'était presque Marine Le Pen qui était première ministre là, ces derniers temps, parce que Michel Barnier ne faisait rien sans demander sa bénédiction et sans
sans l'appeler ou sans consulter ses proches, ce qu'il n'a jamais fait avec la gauche, qu'il a toujours dédaigné depuis son entrée en fonction. Donc, pas sûr que ces indécis ou ces gens de LR qui étaient prêts à voter pour Marine Le Pen aient bien compris sa décision. Ce qui est sûr, enfin ce que beaucoup imaginent, c'est que Marine Le Pen, vous savez qu'elle vient de passer en procès, un procès très important qui montre bien l'ampleur des abus commis par le RN sur ses assistants parlementaires payés par Bruxelles. Elle risque très très gros, et notamment l'inéligibilité pendant 5 ans, ce qui veut dire que, et ça le verdict va tomber en janvier, si c'est ça, le verdict, elle ne peut pas être candidate à la prochaine présidentielle. Et ça, je pense qu'elle en a gros sur la patate. Et à mon avis, je pense que ça a beaucoup joué dans sa décision de précipiter le pays dans le chaos politique. Surtout que je crois avoir lu dans ton édito que la décision de Marine Le Pen s'est prise hyper rapidement. Très vite. C'est-à-dire qu'elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Tout ça, en fait, s'est passé très vite. Et Marine Le Pen, le RN demandait, exigeait 2 choses sur ce PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale. Elle demandait le remboursement des médicaments et la désindexation des retraites. Et donc Barnier a cédé sur les médicaments, mais il n'a pas voulu céder sur les retraites, parce qu'il y a un moment, c'est vrai que Barnier s'est beaucoup humilié, s'est beaucoup couché devant Marine Le Pen. Et là, on sait bien, quand quelqu'un qui s'humilie comme ça, il y a un moment où il peut plus, où il comprend que plus il va en donner, plus il va céder, et plus l'autre va lui en demander. Et qu'à un moment, ça suffit comme ça. Et là, il a décrété que ça suffisait comme ça. Et donc, Marine Le Pen, qui ne s'attendait pas à ce qu'il lui résiste, puisqu'il lui avait jamais résisté, puisque jusqu'à présent, il avait tout lâché, là, elle s'est dit, il faut que je réagisse aussi. Donc voilà, tout ça, ça a été un enchaînement qui a conduit à cette décision-là, que peut-être avec le recul, certains regrettent. Ça, on le saura plus tard. Mais voilà comment on en est arrivé à cette décision qui plonge le pays, c'est vrai, dans une situation politique incertaine, mais aussi économique et financière. Alors la semaine dernière, l'agence de notation Standard & Poor's n'a pas baissé la note de la France. Mais je crois que c'est ce matin que l'agence Moody's a dit attention, là le pays on ne sait pas trop où va le pays. Donc on sait déjà que les investisseurs étrangers, ça a baissé de près de moitié les investissements étrangers en France, parce que les gens hésitent à investir dans un pays qui ne sait pas trop où il va. Et la situation économique des Français, les ménages sont très inquiets. Les ménages et les petits chefs d'entreprise, il y a eu un sondage qui dit que les ménages et les petits chefs d'entreprise sont très inquiets. Or, souvent, beaucoup de petits chefs d'entreprise sont des électeurs du RN. Donc, tout ça me laisse à dire que Marine Le Pen n'a pas forcément joué gagnant dans cette affaire. Alors justement, rentrons un peu dans ce détail des conséquences de cette censure pour le pays, pour la situation politique. Qu'est-ce que ça signifie, à la fois politiquement, mais aussi, comme tu le disais, pour les gens? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on n'aura pas de budget ad vitam aeternam, pas de gouvernement? Concrètement, il va se passer quoi, en fait? Pour l'instant, s'il n'y a pas de nouveau budget, de toute façon, le budget, il y a une censure, donc le budget concocté par le gouvernement Michel Barnier n'a pas été voté, donc il n'y a pas de risque de shutdown comme l'avaient mis certains politiques pour faire un peu peur. Le shutdown, vous savez, on l'utilise, c'est quasiment tous les ans, ça se passe aux États-Unis vers la fin de l'année, je crois, où tout à coup on dit attention, il n'y a plus de quoi payer les salaires de l'administration. Et puis en fait, en général, on finit toujours par trouver une solution pour que ça rentre dans l'ordre. Là, il n'y a pas de risque que du jour au lendemain, les fonctionnaires ne soient pas payés, que la vie du pays s'arrête faute de financement, puisque s'il n'y a pas de budget, on peut automatiquement, c'est le budget de l'année dernière qui va être reconduit,
qui va être voilà. Donc ça, c'est pas un risque. Mais comme je le disais, ça donne une ambiance générale qui n'est pas bonne. Et là, en plus, on est à la veille des fêtes de fin d'année. On sait que c'est une période où les gens normalement consomment. Évidemment, pour acheter des cadeaux, pour préparer des fêtes, et surtout en ce moment où tout est angoissant. La situation internationale est catastrophique avec la guerre à nos portes, avec Gaza qui devient de jour après jour un pur cauchemar, et puis un fou furieux, Donald Trump, qui va prendre les rênes de la première puissance mondiale. Donc personne ne sait où on en sera encore l'année prochaine à cette heure-ci. Et donc, je pense que les gens, du coup, la consommation risque de freiner, parce que quand les gens ont peur, ils gardent leur épargne. Et d'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites ces derniers temps qui montrent que les Français épargnent beaucoup et donc hésitent à consommer. Et je pense que ça va les inciter encore moins à consommer beaucoup en cette fin d'année. Donc voilà, donc c'est toute une ambiance économique. Vous avez vu qu'il y a plein de plans sociaux là qui ont été annoncés ces dernières semaines. Ça risque de s'aggraver encore, donc la peur du chômage. Et après, ça fait un effet en chaîne, un effet boule de neige. C'est-à-dire que très vite, la situation économique et financière d'un pays peut se dégrader parce qu'il n'y a plus de confiance. Plus de confiance des investisseurs, plus de confiance des consommateurs, plus de confiance des entreprises, et ça peut aller très très vite. C'est pour ça que beaucoup disent que Emmanuel Macron a intérêt, contrairement à son habitude, d'aller très vite pour justement rassurer aussi bien les marchés que les Français. Et justement, là, très bientôt, on a la réouverture de Notre-Dame, c'est le 7 décembre. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la situation politique actuelle ? Notre-Dame, ça va être intéressant au niveau politique, puisque c'est Emmanuel Macron, ça va être le grand moment d'Emmanuel Macron, et donc il va essayer d'en profiter au niveau par rapport à l'opinion publique. Et en plus, il va accueillir tous les grands de ce monde, y compris Donald Trump, qui vient spécialement pour l'inauguration de Notre-Dame. Donc, ça va être un moment politique très fort. Est-ce qu'il va avoir envie de pouvoir s'appuyer déjà sur un Premier ministre à ce moment-là, en montrant bien que c'est toujours lui qui dirige et qu'il a pris sa décision rapidement et qu'il n'a pas laissé la France, le pays, dans l'incertitude? Ou est-ce qu'au contraire, accaparé par toutes ces festivités-là qu'il, j'imagine, doit préparer diplomatiquement, il va repousser à la semaine prochaine, voire même à plus tard, parce qu'on sait qu'il aime bien prendre son temps pour faire des nominations, donc pour annoncer un nouveau Premier ministre. Ça, c'est la seule chose qu'on ne sait pas encore pour l'instant, mais on devrait le savoir dans les heures qui viennent, vu qu'il parle ce soir. Concrètement, on s'attend à quoi pour l'allocution de Macron ? Alors là, si je le savais, là, je pourrais être la reine de la presse française. Mais malheureusement, si ça se trouve, même Emmanuel Macron ne sait pas encore ce qu'il va annoncer ce soir à 20h. On sait qu'il aime bien prendre son temps. Donc, voilà. Si ça se trouve, ça y est, c'est fait. On sait qu'il était en Arabie Saoudite pendant que tout se passait en France à l'Assemblée nationale. Il est parti avec son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, donc qui est un nom qui revient beaucoup. Déjà à l'époque, quand Michel Barnier est sorti du chapeau, déjà le nom de Lecornu était dans l'air, parce que c'est un de ses très proches, c'est quelqu'un qui a une image de sérieux, c'est un ancien LR, c'est toujours un LR d'ailleurs, je sais plus, mais en tout cas il vient de LR, et voilà, donc ça c'est un des noms qui circulent pour être nommé à Matignon. Mais il y en a d'autres, il y a toujours l'éternel Cazeneuve, Bernard Cazeneuve du Parti Socialiste, qui lui a toujours laissé entendre qu'il était prêt à y aller, s'il le fallait. Mais est-ce que la gauche est prête, le Parti Socialiste surtout, est-ce qu'il est prêt à aller comme un seul homme derrière Bernard Cazeneuve? Est-ce que le bloc central, comme on l'a appelé, c'est-à-dire les macronistes avec une partie de LR, est prêt à s'unir avec Bernard Cazeneuve pour sauver le pays de l'incertitude? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. On avait évoqué aussi l'hypothèse d'un gouvernement technique.
avec notamment le nom du gouverneur de la Banque de France qui circulait, Villeroy de Galhau. Est-ce que ça c'est possible? C'est quand même peut-être le moins probable parce que il faut quand même des politiques pour décider. C'est les politiques qui décident. Donc un gouvernement technique qui serait là uniquement pour un temps très limité pour gérer le budget et les affaires techniques. Mais là, il y a besoin de bien davantage. Et puis, il y a aussi Retailleau. Et puis, parce que l'une des questions pour la suite de notre vie politique, le prochain Premier ministre, c'est de trouver quelqu'un qui sera capable de rester. En fait, c'était la question avec Michel Barnier. On n'était pas sûr qu'il allait rester. Et d'ailleurs, typiquement, pouf, il est tombé. Donc, il faut trouver quelqu'un qui est capable de rester. Est-ce que Macron va aller diriger pourrait avoir envie plutôt de se diriger vers l'extrême droite, ou sinon, il va tenter la gauche. Mais est-ce que la gauche elle-même peut tenir face au bloc central et à l'extrême droite? C'est pas sûr. Et donc, il y a l'option Retailleau, qui serait donc un cadeau à l'extrême droite. Ça, ce serait un cadeau à l'extrême droite, ou pas d'ailleurs, hein, parce que Retailleau, en fait, au fond, c'est presque l'extrême droite. Enfin, Retailleau, sur les questions d'immigration, de sécurité, il parle pas autrement que parlerait un élu d'extrême droite. Donc, en effet, là, il pourrait, en tout cas, lui, il ne rêve que de ça, hein, et ça déblairait pas comme ça au premier abord à l'extrême droite. Sauf que s'il prend un peu trop la lumière, Bruno Retailleau, il risque de faire de l'ombre à Marine Le Pen et à Jordan Bardella, hein, qui sont les deux prépositionnés. Bon, Marine Le Pen, j'ai évoqué ses ennuis judiciaires. Pour l'instant, on ne sait pas si elle pourra se présenter à la prochaine présidentielle, mais elle aussi ne pense qu'à ça. Si elle ne peut pas, il y a la carte de Jordan Bardella, mais on a vu Jordan Bardella, le problème, c'est qu'il séduit comme ça au premier abord, mais on a bien vu ces derniers temps, et notamment pendant la campagne, qu'il n'a pas beaucoup de fond. Il est jeune, il n'est pas très... donc Jordan Bardella, je ne suis pas sûre que ça marche. Bruno Retailleau, qui lui est un vieux briscard de la politique, qui vient du Sénat. Donc oui, ça peut être une carte, mais encore une fois, comme je l'ai évoqué plus tôt, les ambitions présidentielles sont telles que tout le monde se tient par la barbichette, et donc ça veut dire il faut un Premier ministre qui plaise à la fois aux deux tiers de l'Assemblée nationale, mais en même temps qui ne puisse pas faire de l'ombre, donc qui puisse fonctionner, qui puisse être un bon Premier ministre sans faire de l'ombre à tel ou tel postulant à la prochaine présidentielle. Typiquement, le profil type, c'est Castex. C'est pas Castet, mais Castex. Pardon, je ne sais plus comment. J'ai oublié son prénom d'ailleurs. Jean Castex. Jean Castex. Voilà. Ça, c'est le profil type, Jean Castex. C'est-à-dire le type dont on sait que il briguera jamais la présidentielle. Il fait le boulot, il y va, il exécute, il obéit aux ordres, mais il fera pas de l'ombre à Emmanuel Macron. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aujourd'hui. Et justement, tu parles de Castet, à l'instar de Jean Castex. C'est des questions que je vois dans le chat, OP Sophia et Alice Bodineux, qui se demandent si Lucie Castet, pour donc le nouveau Front Populaire, est-ce que c'est pas une option envisageable? Est-ce qu'elle peut tenir? C'est une option envisagée très sérieusement par LFI, surtout, essentiellement d'ailleurs par LFI, parce que socialistes et écolos, on sent que... Alors, je pense que les écolos, oui, parce qu'on a vu Marine Tondelier avec Lucie Castet la semaine dernière, qui est montée au créneau. Donc, je pense qu'elle pourrait être soutenue par les écolos et LFI, mais on voit bien que les socialistes, c'est moins évident. Ils en parlent beaucoup moins fermement qu'il ne le faisait lors de la précédente campagne quand la gauche unie a proposé Lucie Castet. Là, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette à glisser entre tous les membres du NFP. Là, on sent bien que c'est différent. LFI et les écolos, oui, ils vont proposer Lucie Castet. Mais les socialistes voient bien qu'Emmanuel Macron n'a aucune envie de nommer Lucie Castet. Il y a donc très peu de chances qu'ils le fassent. Et donc, les socialistes, eux, en ce moment, ils essayent surtout de voir ce qui est le plus jouable sérieusement, ce qui peut le plus calmer le jeu en ce moment. Donc, ils se disent que Lucie Castet, ça va encore
ça va encore provoquer une volée de boucliers et ça va être compliqué pour elle parce qu'elle va avoir quand même pas mal de monde face à elle, hein, le bloc central, le Rassemblement national, ça va être donc très compliqué à gérer. Merci beaucoup Alexandra pour tous tes éclairages.